Les réactions furent variées. Il était maintenant évident que le danger n'était pas qu'à l'extérieur, mais s'était aussi insinué dans la villa dont personne ne pouvait s'échapper. La tension était palpable entre les membres présents. Toujours réunis dans la bibliothèque, la tristesse s'était mêlée à l'inquiétude et à la panique. Svetlana pleurait à chaudes larmes en implorant le ciel de les laisser tranquilles. Henri, qui avait séché ses larmes, restait en silence dans un coin, les yeux emplis de fureur. Karl sanglotait en répétant « Pauvre Edmond, pauvre Edmond ». Tout comme Lise, qui n'arrêtait pas de demander « Pourquoi ?» Les autres restaient silencieux, certains priant et d'autres réfléchissant. Soudain, excédé, Henri craqua. « Ça va, c'était une ordure, votre oncle Edmond !» Stupéfait, les invités se tournèrent vers lui. Il continua. « C'est vrai quoi, c'était un enfoiré. Faites pas semblant d'être triste, perso, je suis même plutôt content qu'il soit mort. » Les paroles d'Henri dépassaient sa pensée, mais il ne supportait pas que l'on accorde la même importance à la mort de son frère qu'à celle d'Edmond. Il était vrai que les relations avec lui n'avaient pas toujours été faciles. Sous ses airs débonnaires se cachait un homme froid et calculateur, qui n'avait jamais accordé d'affection à ses neveux ou ses nièces. Henri leur rappela également qu'à un moment ou à un autre, il les avait tous escroqués. Investissements foireux, fausses entreprises, faillites personnelles, fraude fiscale, arnaque à l'assurance. Edmond avait toujours fait payer les pots cassés à sa famille, ses frères et sœurs, mais aussi leurs enfants, qui pour certains s'étaient retrouvés en difficulté suite à ces magouilles financières. En fait, Edmond avait toujours su faire jouer la corde sensible et, s'il n'y parvenait pas, n'hésitait pas à se servir dans des fonds qui ne lui appartenaient pas. Cette période semblait toutefois terminée depuis quelques années, mais le bon duc ne s'était jamais inquiété d'éponger ses dettes ou de remercier sa famille d'une quelconque façon. Pire encore, il avait plusieurs fois refusé des services, comme prêter une maison ou organiser certaines rencontres, à des gens qui l'avaient pourtant sorti du trou. En bref, les mots d'Henri étaient durs, mais compréhensibles par une bonne partie de l'auditoire. Mais pas pour tous. « Ferme ta gueule, Henri. Tu peux pas parler comme ça des morts. Edmond m'a toujours soutenu pendant mes études. Il m'a même payé l'université !» s'exclama Lise. Même en deuil, elle n'avait pas l'habitude de garder la langue dans sa poche. Henri, loin de se calmer, s'emporta encore plus contre sa sœur, critiquant la relation ambiguë qu'elle avait eue avec leur oncle, insinuant des choses. Ce qui rendit Lise folle de rage. Elle lui rétorqua que lui n'était qu'un jaloux, qui n'avait jamais rien réussi par lui-même, que Théo et elle avaient toujours dû s'occuper de lui, faire les choses à sa place. Frères et sœurs en étaient presque venus aux mains, et les calmer n'avait pas été évident. Une fois la rage extériorisée toutefois, ils se présentèrent mutuellement leurs excuses, rattrapés par la douleur et la peur qu'ils partageaient. La fratrie avait été ébranlée, mais elle resterait solide. C'en était toutefois trop pour Éléanore, dont l'esprit était déjà vacillant. Elle se leva brutalement du canapé et voulut sortir précipitamment. Elle fut retenue par son mari, qui attrapa son bras en lui demandant où elle allait. « Je vais faire sortir mon fils d'ici !» dit-elle en se dégageant, avant de passer l'embrasure de la porte et de disparaître dans le couloir. Karl jeta un regard désolé à ceux restés dans la bibliothèque, puis sortit également pour rattraper son épouse. « Karl, attends !» lança Stéphane. Mais Alex le retint par l'épaule, en lui disant de le laisser aller. S'ils trouvaient une sortie, leur frère reviendrait les chercher, il en était sûr. L'aîné retourna s'asseoir, prenant sa femme dans ses bras. Lorraine était d'un naturel discret, mais là, Marion avait presque oublié sa présence. La pauvre femme enceinte semblait vraiment secouée par les événements. Sans un mot, elle posa sa tête sur les genoux d'Alex, qui commença à lui caresser les cheveux pour la détendre. Svetlana, depuis la mort d'Edmond, n'avait presque pas quitté Grégory des yeux. Celui-ci ne s'était jusque-là pas mêlé des discussions et des altercations, faisant preuve d'un professionnalisme surnaturel. Mais, remarquant la méfiance de Svetlana, il prit la parole. « Madame a-t-elle quelque chose à me demander ?» Svetlana, essuyant les traces de mascara zébrant son visage, lui posa alors une question simple. Avait-il tué le vieil Edmond ? Abasourdi, plusieurs personnes eurent un rire nerveux, mais pas Grégory,
ni Svetlana. Cette dernière n'avait jamais été appréciée de Grégory, et bien que respectant l'étiquette, il ne s'en était jamais caché. Pour lui, elle n'était qu'une opportuniste, ayant profité d'un homme brave mais faible pour s'offrir une vie luxueuse. Svetlana en avait d'abord été triste, mais avec le temps, une certaine animosité s'était développée entre elle et le domestique. Grégory se défendit, déclarant qu'il était entièrement dédié à la famille Schaffer, qu'il ne leur avait jamais fait défaut. Tournant les yeux vers Alex et Lorraine, le majordome ajouta qu'il donnerait même sa vie pour cette famille. Marion fut quelque peu surprise de ce zèle, qu'elle jugeait excessif. Mais Alex répondit à son tour à Svetlana, prenant la défense de Grégory. En plus, c'est débile. Il était là quand la musique a commencé, comme nous. Comment il aurait pu allumer le phonographe? Ça peut pas être lui. Svetlana grommela quelque chose en russe, et Grégory, toujours droit comme un i, fronça les sourcils avant de déclarer qu'il serait à la cuisine en cas de besoin, et de tourner les talons. Une fois le majordome sorti, les esprits se rafraîchirent un peu. « Quelqu'un d'autre veut s'en aller ?» demanda Svetlana. Lise fut la seule à répondre. « Non merci. J'ai vu trop de films d'horreur. Je reste ici avec le groupe. » Ce trait d'humour était un peu déplacé, mais il fit malgré tout sourire l'assemblée. La neige tombait toujours aussi fort à l'extérieur et le vent faisait de temps en temps claquer les volets. Démunis, les membres restants de la famille Schaffer sentaient la fatigue les gagner. Ils s'installèrent alors par petits groupes sur le divan, le canapé et le tapis, afin de prendre un peu de repos. Marion allait demander une place sur le canapé, mais Stéphane la tira un peu à l'écart, profitant du calme pour lui parler en privé. Tout comme Alex, Stéphane ne pensait pas que Grégory ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Mais toutefois, Svetlana avait souligné quelque chose d'important. L'assassin, le tueur, était peut-être l'un d'entre eux. Marion n'en revenait pas. Elle dit à Stéphane qu'il ne pouvait que se tromper. Ah, c'était sa famille après tout. Mais son petit ami arborait un air qu'elle ne lui avait jamais vu. Et cet air lui fit comprendre qu'il était sérieux. La jeune fille resterait sur ses gardes. Elle devina également que Stéphane ne lui disait pas tout. « Il y a autre chose, hein ?» Stéphane acquiesça, mais comme il n'était sûr de rien, il préférait ne pas se prononcer pour l'instant. Marion réitéra sa question, mais Stéphane lui dit que ce n'était probablement rien, un truc idiot. Elle n'insista pas davantage. Ils attendraient la fin de la tempête avant de tenter leur chance dehors. Pour l'instant, il fallait être patient. La troupe fut tout à coup sortie de sa somnolence par Lise, qui s'écria « Mon ordi! Il est ici !» La jeune fille se releva sur le canapé. « Mon ordi portable! Je l'ai laissé à la piscine la dernière fois. Je peux envoyer un message, appeler de l'aide !» Les autres, surpris, ne comprirent pas tout de suite. Lise se mit debout, disant qu'elle en avait pour une seconde, avant de sortir en courant de la pièce. Des murmures commencèrent à s'élever, de plus en plus enjoués. Allait-il enfin pouvoir appeler l'extérieur? Y aurait-il du réseau? Tous attendaient impatiemment le retour de Lise, avec l'ordinateur si convoité. Les minutes s'écoulèrent, mais rien. Lise ne revenait pas. Les horloges, les pendules et les coucous sonnèrent tous 2 coups, et les lumières vacillèrent. Henri décida d'aller chercher sa sœur. Stéphane et Marion l'accompagnèrent. Tous 3 se rendirent donc à la piscine intérieure, dont les lampes aquatiques avaient toutes été allumées, sans doute par Lise. Une lueur verdâtre émanait donc du bassin, en se réfléchissant sur les carreaux et les murs. Sur l'un des transats était posé un ordinateur portable. L'écran était allumé et visible de loin. Mais quelque chose d'autre attira l'attention des jeunes gens. À la surface de l'eau, Lise flottait sur le ventre. Henri plongea, mais c'était trop tard. La jeune femme ne respirait plus. Elle avait les yeux grands ouverts et la peau livide quand ils la sortirent de l'eau. Ils furent incapables de la réanimer. Tandis qu'Henri serrait sa petite sœur contre lui, en pleurs, Stéphane, les yeux écarquillés, marmonnait.
La troisième heure est celle du pêcheur, guettant le dépravé sans pudeur. Avec ton seul plaisir en dessein, loin sous l'eau tu reposeras enfin. Sous le choc, Marion ne put dire que « Quoi ?» Avant que Stéphane lui réponde, il fallut attendre que le corps de Lise fût transporté à la salle à manger avec les autres. Tandis que Grégory déposait respectueusement un drap sur elle, Henri commença à répéter en boucle qu'ils allaient tous mourir. Il ne disait plus que cela, sans pleurer, sans crier. Mais comme il refusait de quitter le chevet des corps de sa sœur et de son frère, le groupe décida de s'installer dans le grand salon. La fenêtre brisée fut calfeutrée, le feu ranimé dans la cheminée. L'ordinateur de Lise fonctionnait, mais aucune connexion Internet n'était disponible, rendant toute communication impossible. Tout le monde était épuisé et terrorisé. Karl, Éléanore et Sébastien n'étaient pas revenus, mais Grégory était auprès de la famille, aux grandes dames de Svetlana. Stéphane s'était un peu isolé du groupe et paraissait réfléchir près du sapin, faisant tourner machinalement une pièce de monnaie entre ses doigts. Quand Marion s'approcha de lui, il avait l'air très concentré. « Alors, c'était quoi, ce que tu as dit à la piscine ?» demanda-t-elle doucement. Stéphane se pinça les lèvres et leva les yeux vers elle. Il lui raconta que lorsqu'il était petit, il avait appris une comptine, une très ancienne comptine de famille, qu'Harold avait chantée à tous ses enfants et qui avait pour nom Elbenblot. Il ajouta qu'il ne se souvenait plus de la fin, mais par contre, il se rappelait très bien les premières strophes. Le conseiller arrive le premier, par le pire des menteurs attiré. Prends garde qu'aucun si tes propos tanguent, sans plus d'effort il prendra ta langue. En second se présente le bouffon, à l'usurier qui ne dit que non. Toi le pingrat qui son cri m'a plu, à une branche tu finiras pendu. La troisième heure est celle du pêcheur, guettant le dépravé sans pudeur. Avec ton seul plaisir en dessein, loin sous l'eau tu reposeras enfin. Le chasseur enverra tous ses chiens courser le bougre qui se croit malin. De l'orgueilleux il prendra la peau, il s'en fera un nouveau manteau. Les strophes étaient suivies d'un refrain. Pour une audience par le roi accordée, c'est toute la cour qu'il faut contenter. Jusqu'à la 9e heure il faut compter, à la cour du roi au pays des fées. La suite encore parlait d'un guerrier, d'une reine et d'un paysan, lui semblait-il. Marion ne comprit pas tout, mais elle ne passa pas à côté de la similarité entre les paroles de la chanson et les morts récentes. Perdue, elle demanda à son petit copain. « Quelqu'un utilise cette comptine comme modèle pour tuer les gens ?»« C'est la plus optimiste des options, » répondit-il. « Comment ça ?»« On sera vite fixé. » À peine Stéphane eut-il fini sa phrase que les coups de 3 heures sonnèrent dans toute la maison. Comme à chaque fois, l'électricité tremblota. Henri continuait de soliloquer alors que les invités, terrifiés, se rassemblèrent autour de la cheminée au centre de la pièce. Ils commençaient à être familiers de ce qui allait se passer. Quelqu'un allait mourir. Avec un peu de chance, c'est Éléanore qui y passera cette fois. La remarque de Lorraine, à peine audible, fit pourtant l'effet d'une bombe. Svetlana s'offusqua et lui ordonna de retirer ses dires, ce que Lorraine refusa. Elle détestait Éléanore et sa façon de traiter Karl. Elle la trouvait irrespectueuse, inconvenante, et Karl serait sans doute mieux sans elle.
Svetlana, elle, appréciait Eleanor, qu'elle considérait comme sa fille. Selon elle, elle n'était pas qu'une simple femme au foyer idiote et menait une vie de famille et de travail comme une battante. Alex se leva et ordonna aux 2 femmes de se taire. Sous son ton autoritaire, Lorraine se tut. Mais Svetlana ne se rassit pas. C'en était trop pour elle. Elle allait s'en aller, tenter sa chance dehors. Alex lui dit que c'était stupide, mais Svetlana l'envoya bouler et lui demanda de rouvrir le passage de la fenêtre. Voyant qu'elle n'en démordrait pas, les garçons acceptèrent et ôtèrent les planches et les couvertures qui bouchaient l'ouverture. Un vent glacial s'engouffra dans le salon, faisant frissonner le groupe entier. Mais Svetlana en avait vu d'autres dans sa Russie natale. Elle enfila son lourd manteau de fourrure et remplaça ses escarpins par une paire de moon boots. Elle n'avait certainement pas bravé la faim, le froid et les coups pour se voir donner des ordres par des morveuses sans éducation. Elle qui était parvenue au sommet à force d'efforts ne mourrait pas en Allemagne étranglée par je ne sais quel psychopathe. En passant les jambes par la fenêtre, sa robe et le bas du manteau se déchirèrent sur les bris de verre. Qu'importe, elle en rachèterait d'autres, avec l'argent de son légume de mari. En marchant dans la neige, en direction des voitures, elle repensait à tout ce qu'elle avait sacrifié pour en arriver là, à quel point elle s'était investie dans cette famille. Elle ne pouvait pas les abandonner, mais elle ne pouvait pas non plus rester sans rien faire. Oui, elle prendrait le pick-up d'Harold devant la maison et rejoindrait la ville la plus proche pour revenir avec des secours. Elle avait déjà fait plus difficile. Et là, ces petits imbéciles seraient bien obligés de la respecter. Encore quelques pas. Le froid lui mordait le visage et les mains. Mais Svetlana parvint à fouiller dans sa poche pour en sortir les clés de l'énorme 4x4 devant elle. Elle ouvrit la porte du véhicule, mais le vent ne lui rendait pas la tâche facile. Elle finit tout de même par rentrer et s'assit au volant. Elle appuya sur le bouton de démarrage, mais rien ne se passa. Depuis le salon, les autres regardèrent Svetlana s'éloigner, entrer dans l'un des véhicules, puis ressortir après un moment. Visiblement, elle n'avait pas pu démarrer. La femme entreprenait le chemin en sens inverse lorsqu'un ululement lugubre retentit aux alentours. Marion vit Svetlana s'arrêter, puis regarder autour d'elle. La pauvre femme fut soudainement projetée sur le côté et disparut dans le blizzard. À l'intérieur, tous se mirent à hurler. Stéphane voulut sortir, mais Marion le supplia de rester avec elle. D'autres ululements retentirent, accompagnés des cris de Svetlana. Mais celle-ci restait invisible, cachée par le rideau de neige et de vent. Marion l'aperçut tout à coup, marchant péniblement dans la neige. Elle était ensanglantée et elle boitait, mais elle se rapprochait. Elle n'était plus qu'à quelques dizaines de pas. Stéphane entreprit d'enjamber la fenêtre, mais, de surprise, il glissa en arrière et tomba au dos. Svetlana venait d'être jetée violemment au sol par un être monstrueux. Il ressemblait à un homme, mais très grand et très maigre, couvert de haillons, le visage dissimulé derrière un capuchon. Ses yeux brillaient comme ceux d'un chat. La créature sauta sur le dos de Svetlana, l'enfonçant encore dans la neige. Les convives, médusés, assistèrent à l'atroce mise à mort de l'infortuné. Le monstre avait saisi les poignets de Svetlana, l'avait soulevée en l'air et commençait à tirer sur ses bras pour l'écarteler. Dans une plainte épouvantable, la peau de Svetlana se déchira au niveau de sa poitrine, puis se sépara totalement de sa chair. Le visage secoué de spasmes d'effroi, les spectateurs ne purent que regarder quand l'immonde créature laissa tomber dans la neige le cadavre dépecé. Les lèvres tremblantes, Stéphane marmonnait. « Le chasseur enverra tous ses chiens courser le bougre qui se croit malin. De l'orgueilleux, il prendra la peau, il s'en fera un nouveau manteau. » Le monstre se redressa, tenant la peau sanguinolente dans sa main. Il pointa un long doigt griffu vers la maison, et Marion eut l'impression qu'il la désignait directement. Il poussa ensuite un ululement strident avant de s'évaporer, comme emporté par le blizzard. Cette fois,
C'est l'instinct qui prit le dessus. Marion se mit à courir comme une dératée. Elle traversa le salon, le couloir, et s'enferma dans une salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Assise dans la baignoire, elle se mit à pleurer, à bout de nerfs. Elle restait là un long moment, ne sachant pas si le monstre allait venir pour elle ou non. Quand elle n'eut plus de larmes, elle distingua une voix qui passait à travers la porte, murmurant son prénom. « Marion, il faut que tu vois quelque chose. » C'était Stéphane. Elle hésita, puis sortit de la baignoire pour lui ouvrir. Sans dire un mot, il la serra dans ses bras. Ses yeux gonflés indiquaient que lui aussi avait pleuré. Toujours sans parler, Stéphane entraîna Marion par la main. Ils montèrent à l'étage, puis Stéphane ouvrit l'une des portes des chambres. La pièce était très sombre, uniquement éclairée par une lampe de bureau allumée au fond de la pièce. Un grand lit était entouré d'une batterie d'appareils médicaux émettant régulièrement divers sons électroniques. Sur le lit, sous plusieurs couches de couverture et relié aux appareils, gisait un homme, un vieil homme émacié qui dormait profondément. « Marion, je te présente mon père. » La respiration sifflante d'Harold Schaffer inspira pitié à Marion, qui ne comprenait pas ce qu'elle fabriquait là. Stéphane lui expliqua alors la situation. C'était à la mort d'Edmond, en détachant son cadavre de la poutre, que la comptine lui était revenue en tête. Puis, la noyade d'Elisabeth avait conforté sa théorie. Enfin, la mort atroce de Svetlana ne laissait pour lui aucune place au doute. Des forces occultes étaient à l'œuvre dans la villa et s'attaquaient aux invités en suivant le schéma de cette comptine. Il en était sûr. Enfin capable d'agir sur la situation, il avait alors tenté de se rappeler la fin du poème. Mais impossible, cela remontait à trop loin. Il avait bien essayé de demander à Alex, mais il ne s'en rappelait pas non plus. De toute façon, lui et Lorraine étaient trop choqués pour réfléchir ou agir. Mais Stéphane, lui, était alerte. Avoir une idée des événements, aussi floue soit-elle, lui donnait du courage et lui avait permis de passer outre les innombrables horreurs de la soirée. Pour lui, le principal était de protéger au mieux ceux qui restaient. Et il avait enfin un moyen d'agir, en prévenant potentiellement les futures attaques. Les paroles de Stéphane rassurèrent étonnamment Marion, qui sentit enfin le poids de l'impuissance et de l'angoisse desserrer son étreinte. Identifier un ennemi concret, aussi fantastique soit-il, la libéra de la paranoïa. Elle pouvait enfin reprendre le dessus sur le désespoir. Bien que terrorisée par le monstre qu'ils avaient tous vu, une attaque surnaturelle lui semblait étrangement moins dérangeante qu'une trahison au sein de la famille. Au moins, le tueur était externe, et Stéphane ébauchait un plan d'action. Il se souvenait d'un livre, un ancien recueil de contes et de chants, que possédait son père et qui contenait notamment la fameuse comptine. Espérant retrouver cet ouvrage, il était donc monté dans la chambre de son père et avait fouillé dans les étagères. Et il l'avait trouvé. Un petit livre était là, ouvert sur le bureau, au fond de la pièce, la lampe braquée dessus. Marion lut le mot au sommet de la page, orné de décorations florales. « Elbenblatt » ?»« Oui, répondit Stéphane, c'est ce que je t'avais dit. » La jeune femme continua sa lecture et reconnut les premiers vers. Cependant, le chant continuait ainsi. Le guerrier vient à la 5e heure d'un vil traître, il connaît bien l'odeur. Même bien caché, sache qu'il a tout vu. Toi le lâche, tes yeux ne verront plus. Le fermier, sa faux aiguisée, par le feignant se voit irrité. Comme il n'en a pas l'utilité, ses deux bras lui seront enlevés. La courtisane accorde un baiser au volontaire qui sera donné pour briller au sein de sa demeure. Du vertueux elle emporte le cœur. La reine enfin à la 8e heure, pour que le roi la nuit n'ait pas peur,
prend une âme par la rage consumée, et dans sa lanterne la laissera brûler. Pour une audience par le roi accordée, c'est toute la cour qu'il faut contenter. Jusqu'à la 9e heure il faut compter, à la cour du roi au pays des fées. Au fond de la page figurait une gravure, représentant un visage cornu et grimaçant, portant une couronne en feuilles de chêne. « Et ça, c'est quoi ?» demanda Marion en montrant le dessin. « Lui, je pense que c'est le roi de la chanson, mais je n'en sais pas plus, » lui répondit Stéphane. Il savait à présent que 4 autres personnes allaient encore devoir mourir cette nuit, une par heure. Et Marion fit remarquer que cela correspondrait peu ou prou avec le lever du jour. En gros, s'il parvenait à passer la nuit, il serait tiré d'affaire. Regardant sa montre, Stéphane soupira. Il leur restait moins de 15 minutes avant que ne sonne 4 heures et que le tueur ne se montre à nouveau. « Des armes !» chuchota Marion. « Quoi ? Est-ce que vous avez des armes ici ? Pour la chasse peut-être ?» Comprenant les intentions de sa petite amie, Stéphane acquiesça et tous deux sortirent de la chambre pour descendre au garage. Ils retraversèrent en trombe le salon. Alex et Lorraine étaient toujours là, devant la cheminée, dans les bras l'un de l'autre. Grégory apostropha le jeune couple, mais ils lui lancèrent qu'ils expliqueraient tout à leur retour et qu'il fallait rester là. Le couloir et la piscine franchis, ils ouvrirent la fine porte en bois et les lumières automatiques du garage s'allumèrent, se reflétant en points scintillants dans la peinture impeccable des voitures stationnées là. Le froid les entoura à nouveau, mais ils continuèrent leur route, passèrent entre 2 véhicules pour atteindre le fond du garage et une armure métallique équipée d'un digicode. Stéphane tapa quelques chiffres sur le clavier et la porte s'ouvrit dans un cliquetis. Différentes armes, des fusils surtout, étaient alignées sur un rangement. « Tu sais utiliser ces trucs ?» demanda Stéphane. Mais Marion avait déjà empoigné une carabine et une boîte de munitions. Elle remplit le magasin avec quelques cartouches, referma, puis tendit l'arme à Stéphane. « Oui, je sais. Fais attention, elle est prête à tirer. Tu la tiens comme ça, voilà. Si quelque chose approche, tu cales ça dans ton épaule, tu pointes le canon et tu appuies sur la gâchette. N'y touche pas pour l'instant. » Marion n'avait pas chassé depuis longtemps, mais ses connaissances lui revinrent rapidement. C'était l'une des passions de son père et de son grand-père, qui lui avaient enseigné le maniement de toutes sortes d'armes. Elle n'avait pas le temps de donner un cours à Stéphane, aussi elle se contenta de lui expliquer les basiques. Elle prépara ensuite 2 autres fusils qu'elle passa en bandoulière, ainsi qu'un revolver qu'elle glissa dans sa poche. Elle donna également 2 boîtes de munitions à Stéphane. Personne ne savait à quel point cette chose pouvait être résistante. Ainsi équipés, ils allaient s'en retourner au salon quand ils entendirent une voix familière les appeler. « Hey Steph, Marion, vous faites quoi ?» Sortant de derrière une voiture, Karl continua. « Génial, vous êtes là! Aucune voiture ne fonctionne. Vous avez pu joindre la police ?» Marion et Stéphane allaient lui répondre quand une sonnerie aiguë se mit à retentir. Stéphane regarda alors sa montre. Il était 4 heures précises. Les lumières du garage s'éteignirent alors brusquement, et aucun geste, pas même ceux de Karl qui agitait les bras dans tous les sens, ne parvint à les faire se rallumer. Après un instant, les yeux de Marion s'habituaient à l'obscurité, et elle distingua un mouvement derrière Karl. Elle posa la main sur la crosse d'un de ses fusils, mais se ravisa en voyant Éléanore et Sébastien, tous deux visiblement morts de peur, rejoindre Karl. « Merde, les plombs ont sauté !» dit ce dernier dans un soupir. « Non, pas du tout », répondit Stéphane. Marion ajouta, s'adressant au trio. « On doit tout de suite retourner au salon. On vous expliquera tout là-bas. Les autres sont peut-être en danger. » Karl ne posa plus de questions et accepta de les suivre. Mais Éléanore, qui tenait son fils par une épaule, dit qu'ils étaient en sécurité ici et qu'elle allait retourner dans la voiture avec Sébastien, attendre les secours. Les autres pouvaient bien aller au diable. Malheureusement pour elle, ce n'étaient pas les autres qui étaient les plus menacés en cet instant.
le petit groupe fut ébloui par une vive lueur orangée sortie de nulle part. Inondant d'abord tout l'espace, elle se condensa peu à peu en une forme immense sous leurs yeux ébahis. C'était un genre de cavalier. Il ressemblait à celui qui avait tué Svetlana, mais ce n'était pas le même. Un homme très grand, engoncé dans une sorte d'armure noire et assis sur le dos d'un gigantesque cheval caparaçonné. Les yeux et les naseaux de la bête brillaient, comme s'il était consumé de l'intérieur par un feu ardent. Il en était de même pour les yeux du cavalier, derrière la visière de son casque. Tous deux apparaissaient comme des reflets dans l'eau, leurs silhouettes légèrement troublées. Mais ils étaient pourtant bien là. L'homme descendit de sa monture et toucha lourdement le sol, laissant des marques dans le béton. Stéphane et Marion reculèrent de quelques pas, tâtonnant pour mettre la main sur leur fusil. Mais Karl restait paralysé par cette vision infernale. Éléanore, sous le coup de la peur, poussa violemment son fils devant elle en direction du monstre, puis s'enfuit à toutes jambes, bousculant Marion avant de disparaître dans les ténèbres. Le petit Sébastien heurta le sol avec un gémissement et Karl se précipita vers lui. La créature se mit à marcher d'un pas pesant, se rapprochant rapidement d'eux. À quelques pas, elle dégaina de son dos une énorme épée dont la lame rougeoyait. Karl s'accroupit et entoura l'enfant de ses bras dans une tentative désespérée de le protéger. Pourtant, le cavalier ne frappa pas. Au lieu de cela, il se pencha en avant et émit un son rappelant un reniflement. Se rapprochant encore, les orbites flamboyantes du monstre fixèrent intensément Sébastien, qui ferma les paupières de terreur. La voix du cavalier était terrible, profonde. Elle ne venait pas de ce monde. Se relevant, il contourna le petit garçon et son père tout en reprenant sa marche inexorable, faisant traîner la pointe crépitante de son épée derrière lui. Le voyant se rapprocher d'eux, Marion et Stéphane ouvrirent le feu. Ils vidèrent leurs armes sur le géant, mais les balles ne faisaient que le traverser, sans même le ralentir. Il les ignora royalement. Les deux s'écartèrent pour le laisser passer, puis continuèrent de le suivre du regard, consternés par l'inefficacité de leurs armes. Ils ne purent alors qu'assister à la suite. Le monstre marcha jusqu'à se planter devant une voiture blanche. Avec une force incroyable, il retourna le véhicule d'une seule de ses mains gantées de fer dans un fracas assourdissant. Une nouvelle fois, la terrible voix retentit. Du bist du ja untreue. Cachée en dessous depuis tout à l'heure, Éléanore se mit à crier sans discontinuer, tandis que le géant levait son épée. La lame fendit l'air, les cris cessèrent instantanément, tandis que la tête d'Éléanore tomba au sol, suivie de son corps inerte et d'un geyser de sang. La créature ramassa la tête, poussa un rugissement effroyable et disparut dans une boule de lumière orange, ne laissant flotter dans l'air que quelques braises. Puis, les lumières automatiques se rallumèrent. Outre les ravages qu'il avait commis, il ne restait aucune trace du monstre ou de sa monture maléfique. Le corps décapité d'Éléanore gisait dans une mare de sang, et Marion pensa immédiatement à Sébastien. Il fallait absolument l'empêcher de voir ça. Ce n'est qu'en se retournant qu'elle se rendit compte de ce qu'elle avait fait. Et le spectacle macabre lui fit lâcher son fusil. Karl et Sébastien étaient également allongés par terre, toujours enlacés, mais immobiles, baignant eux aussi dans leur sang. Les balles qui avaient traversé le cavalier les avaient atteints eux. Le corps du père et de son fils en était criblé. Si le monstre les avait épargnés, c'est leur propre famille qui avait signé leur arrêt de mort. L'ironie de la situation faillit rendre Marion complètement folle. Elle regarda le fusil par terre et fut tentée de se mettre le canon dans la bouche. Stéphane, hagard à côté d'elle,
eut exactement la même pensée. Après tout, quel que soit l'avenir, rien ne pourrait jamais effacer leurs crimes, et ils ne se le pardonneraient jamais. Les yeux emplis de larmes, les deux amants se jurèrent alors de mettre fin à ce cauchemar.